Dernier objectif de ce chapitre, l'objectif numéro 5. Il s'agit de savoir que le solde budgétaire résulte de la différence entre les recettes, fiscales et non fiscales, et les dépenses de l'État. Comprendre que le déficit budgétaire est financé par l'emprunt et savoir qu'une politique de dépenses publiques peut avoir des effets contradictoires sur l'activité, relance de la demande ou effet d'éviction. Pour commencer, dans une première sous-partie, nous allons voir que le solde budgétaire résulte de la différence entre les recettes, fiscales et non fiscales, et les dépenses de l'État. Un État perçoit des recettes principalement fiscales, par ordre de taille décroissante. Pour l'État français, la TVA, la CSG, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe foncière, la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques et bien d'autres. Outre les recettes fiscales, l'État perçoit également des recettes non fiscales, notamment certaines ventes de biens et services, les dividendes issus des entreprises dans lesquelles l'État a des participations, ainsi que les contraventions. L'État utilise ces recettes pour un certain nombre de dépenses dans les services publics, par ordre de taille décroissante dans le budget de l'État français, d'abord l'éducation et la recherche, ensuite les transports et les infrastructures, la défense, la sécurité et la justice, puis la charge de la dette et bien d'autres. La différence entre les recettes de l'État et les dépenses de l'État donne le solde budgétaire. Si les recettes sont plus importantes que les dépenses, alors le budget est excédentaire. L'État dégage alors une capacité de financement. Au contraire, si les dépenses de l'État sont plus importantes que les recettes, le budget est déficitaire et l'État dégage un besoin de financement. Il devra donc recourir à des capacités de financement pour couvrir son déficit. En 2019, selon l'INSEE, en France, le déficit budgétaire, c'est-à-dire le besoin de financement de l'État, s'élevait à 84,1 milliards d'euros. Deuxième sous-partie de l'objectif numéro 5, nous allons voir que le déficit budgétaire est financé par l'emprunt. L'État qui dégage un déficit budgétaire, c'est-à-dire un besoin de financement, peut couvrir ce déficit en empruntant de deux manières différentes. La première manière, c'est en émettant des obligations, donc des bons du Trésor, sur les marchés financiers. Ceci représente 90% de la dette de l'État français. La deuxième modalité, c'est souscrire des emprunts auprès de banques et cela représente 10% du montant de la dette de l'État. Nous allons nous concentrer sur le financement par obligation puisqu'il est le plus important. L'agence France Trésor gère la dette de l'État français. Elle émet des obligations qu'elle échange sur le marché financier avec des agents en capacité de financement. Ceux-ci deviennent prêteurs sur l'État. Ces fonds permettent de couvrir le besoin de financement de l'État. Une obligation d'État est un contrat entre l'État d'une part et l'agent qui va acquérir cette obligation, qui deviendra donc créancier de l'État. Ce contrat prévoit le montant prêté par l'agent à l'État, dans notre exemple 100 000 euros, la durée, dans notre exemple 10 ans, et le taux d'intérêt, dans notre exemple 1% par an. Le taux d'intérêt ici, c'est la rémunération pour l'agent en capacité de financement qui prête à l'État, et le taux d'intérêt, c'est aussi le coût du crédit pour l'État. Les agents en capacité de financement qui prêtent à l'État sont principalement les compagnies d'assurance, les entreprises, puis les ménages et enfin d'autres États. Dernière sous-partie de l'objectif numéro 5, nous allons montrer qu'une politique de dépenses publiques peut avoir des effets contradictoires sur l'activité, d'une part la relance de la demande et d'autre part l'effet d'éviction. Commençons par montrer que la politique de dépenses publiques peut avoir un effet positif sur l'activité via la relance de la demande. Après une crise, l'État peut tenter de faire augmenter la production et diminuer le chômage par une relance de la demande. Pour cela, l'État va augmenter ses dépenses. Par exemple, il peut lancer une politique de grands travaux. Ce faisant, il va adresser une demande à des entreprises. Pour répondre à cette demande, les entreprises vont devoir investir, c'est-à-dire qu'elles vont acheter des biens de production, des machines. Cette demande de biens de production, qu'on appelle aussi demande d'investissement, va être adressée à d'autres entreprises. Les entreprises qui vont répondre à la demande de l'État pour produire, outre acheter des machines, vont devoir embaucher des salariés afin de réaliser cette production. Ces embauches vont conduire ces entreprises à distribuer des salaires. Ces salaires serviront aux travailleurs qui vont les percevoir à acheter des biens et services
c'est-à-dire a fait augmenter la demande de consommation adressée à d'autres entreprises. Si l'on ajoute la demande d'investissement et la demande de consommation qui résulte de la demande initiale provoquée par l'État, on obtient une augmentation de la demande globale qui doit conduire à une augmentation de la production, une augmentation des embauches et donc in fine à une baisse du chômage. Cette augmentation de la production et cette baisse du chômage découlera sur une augmentation de revenus. Les producteurs et les travailleurs embauchés disposeront de salaires qu'ils pourront consommer. Les chômeurs qui ont été nouvellement embauchés auront une augmentation de leurs revenus passant de l'allocation chômage au salaire qui est plus élevé. Et ces revenus pourront alimenter, dans un cercle vertueux, une augmentation de la demande future. Ce cercle vertueux qui s'engage part donc de la demande initiale par l'État, conduit à une augmentation de la production, qui distribue des revenus, qui nourrit une augmentation future de la demande. Deux remarques sur ce point. La première, c'est de montrer que la relance est aussi possible par une distribution de revenus directement aux ménages. La deuxième, c'est que la relance est aussi possible par une baisse des impôts sur les ménages et ou sur les entreprises. Deuxième remarque, la relance risque d'échouer si les ménages et les entreprises dépensent les revenus dont elles disposent en importation, c'est-à-dire qu'elles achètent des machines à l'étranger pour les entreprises et les ménages vont acheter des biens et services à l'étranger, ce qui n'alimentera pas ce cercle vertueux de demande, production, revenu, demande. Ensuite, si la dépense publique est financée par les impôts, alors il y a de fortes chances que son efficacité soit grandement limitée, puisque les revenus distribués aux ménages seront aussi diminués par les impôts prélevés en plus. Dernière hypothèse, si cette dépense publique est financée par la dette, il est possible que les agents anticipent une augmentation des impôts dans le futur pour rembourser cette dette. À ce moment-là, il est possible qu'au lieu de consommer, ils épargnent au moins une partie de l'excédent de revenus qui proviendra de la hausse des dépenses de l'État. Pour montrer que la politique de dépenses publiques peut avoir des effets contradictoires sur l'activité, et après avoir présenté les effets positifs de la relance de la demande, il faut comprendre l'effet d'éviction. La relance de la demande par les dépenses de l'État risque de générer un déficit budgétaire et donc un besoin de financement pour l'État. Effectivement, relancer la demande nécessite d'augmenter les dépenses de l'État. Si celles-ci deviennent plus importantes que les recettes, alors le budget sera déficitaire. On a vu plus tôt que le déficit budgétaire correspondait à un besoin de financement pour l'État, ce qui va le conduire à demander des fonds prêtables sur le marché financier, au moyen d'une obligation d'État. Pour couvrir son besoin de financement, l'État devra faire appel aux capacités de financement d'autres agents sur le marché des capitaux. Sur le marché des capitaux sont déjà présents des agents en capacité de financement qui financent des projets d'investissement d'entreprises privées via des obligations d'entreprise. L'État, en entrant sur le marché des fonds prêtables et en adressant une nouvelle demande de fonds, crée une concurrence pour ces fonds entre les fonds prêtables qu'il demande et les fonds prêtables demandés par les entreprises privées. Il y a de fortes chances que les agents en capacité de financement préfèrent prêter à l'État plutôt qu'aux entreprises privées. Si cela venait à se produire, l'État capterait des fonds qui auraient pu couvrir des besoins de financement privés. De plus, l'augmentation de la demande de fonds prêtables par l'État sur le marché des fonds prêtables provoque une augmentation du taux d'intérêt, ce qui va réduire la demande de fonds prêtables émanant des entreprises en application de la loi de la demande. Ainsi, le financement de la dépense publique peut évincer le financement de l'investissement privé, ce qui va conduire à une diminution de cet investissement privé qui aura in fine un effet baissier sur la production et l'emploi. Pour résumer cet objectif numéro 5, nous avons vu que le solde budgétaire était la différence entre les recettes et les dépenses de l'État. Nous avons vu que si les recettes étaient supérieures aux dépenses, alors nous avions un excédent budgétaire. Au contraire, si nous avions des dépenses de l'État supérieures aux recettes, nous avions un déficit budgétaire. Puis, nous avons vu que le déficit budgétaire correspond à un besoin de financement. Il est couvert par l'emprunt, notamment via des obligations d'État qui sont échangées sur les marchés financiers et qui sont détenues par des agents en capacité de financement.
Enfin, nous avons vu qu'une politique de dépenses publiques peut avoir des effets contradictoires sur l'activité, un effet positif via la relance de la demande par l'investissement et la consommation, un effet négatif si son financement par la dette conduit à une augmentation du taux d'intérêt sur le marché des fonds prêtables et une réduction de la quantité de fonds prêtés aux entreprises. Cet effet d'éviction réduit les investissements privés. Conclusion de ce chapitre 4, le financement de l'économie est un phénomène fondamental dans le fonctionnement de nos économies modernes et pour la croissance à long terme. En effet, le financement de l'économie concerne et influence directement les décisions que les agents prennent aujourd'hui pour préparer l'avenir, en matière notamment d'épargne, d'investissement et donc de croissance. Le financement de l'économie est permis par des institutions et il doit être régulé pour être efficace. En effet, un système financier efficace favorise la croissance économique. Au contraire, un système financier mal régulé favorise les crises financières. C'est ce que nous verrons dans le programme de terminale.